Bonjour, alors j'aimerais avec vous faire un petit retour sur le codage que vous avez fait dans l'exercice factoriel. Donc en fait j'ai décidé de faire ce retour-là suite à la correction de votre exercice. Donc j'ai corrigé, j'ai regardé grossièrement là, les codes que vous avez fait. Puis j'avoue qu'il y a certaines choses que je voudrais vous parler. Donc il n'y a rien de dramatique, mais c'est juste pour mettre au point. En fait, l'idée c'est d'améliorer votre capacité de codage, donc je pense que les remarques sont à propos dans ce contexte-ci. Donc, il n'y a rien de dramatique, mais c'est juste qu'il y a des petites choses que je veux, que je voudrais en fait que ça soit un peu plus clair pour vous. Donc, bon, c'est ça, c'est la raison. En fait, c'est que vous m'avez remis du code. Évidemment, dans la plupart des cas, les fonctions donnaient les résultats attendus. Donc, c'est les tests passaient. OK? Les tests, des fois, ils sont pas parfaits, ils sont pas complets, etc. Mais des choses que les tests peuvent pas faire, c'est regarder ce qu'il y a dans vos fonctions. En fait, j'ai déjà fait des tests qui regardaient ça, puis peut-être qu'à un moment donné, j'en referai, mais là, cette session-ci, j'avais pas le temps d'en faire. Puis en plus, quand je fais ça, des fois, il faut respecter certaines conventions de codage très précises. Donc, tous ces tests-là sont un petit peu plus chiants à coder puis à exécuter. Donc, c'est ça. Donc, je l'ai pas fait, mais évidemment, il n'y a pas juste ça dans la vie, donc des fois, faut que je regarde votre code. Donc, là, je l'ai regardé, puis il y a des choses qui m'ont titillé un peu, donc je voulais vous en faire part. OK? Donc, je vais vous présenter dans les prochaines diapos du code qui sont des fonctions que je considère qui ne sont pas optimalement codées. Certaines des erreurs sont, je considère, graves, donc c'est des erreurs beaucoup moins importantes. Certaines même, des fois, c'est des erreurs bénignes. C'est des vrais exemples qui proviennent de votre code, pas tous les étudiants, mais certains étudiants. Mais en fait, j'ai pris cette liberté, donc si jamais vous considérez que je devrais pas faire ça, vous pourrez toujours m'actionner, puis on verra qu'est-ce qu'on fera rendu là. Mais je pense que votre code a été anonymisé, donc je pense pas que les étudiants qui connaissent pas votre code sont capables de dire ah ça c'était le code d'un tel ou une telle, ok? Mais vous, quand vous allez regarder votre code, probablement que vous allez dire ah ça c'était mon code. Donc l'idée c'est que bon c'est ça, il fallait bien que je parte de quelque part. Donc, je pense pas que... Peut-être la prochaine fois, je pourrais faire un disclaimer. Donc, je fais le disclaimer. Ce sera que quand vous me remettez du code, je peux me permettre d'utiliser votre code, mais dans le cadre du cours, pour revenir sur certaines notions ou je sais pas quoi. Mais évidemment, je pourrais pas prendre votre code puis le vendre sur Internet, puis me faire des millions de dollars avec. On sait jamais. Donc, ceci dit, bon, je pense pas que je vais effacer trop personne ici. Si jamais c'est le cas, vous me le direz. Puis on réglera ça autant qu'on peut à l'amiable. Peut-être que je vous devrais être obligé de vous mettre 100% pour la session à cause de ça. Donc, aussi notez que j'ai pas nécessairement pénalisé tout le monde de qui je présente les exemples. Donc même s'il y en a que je considère que c'est du code non optimal, je l'ai pas nécessairement pénalisé parce que je considérais que vous n'étiez pas nécessairement en mesure de comprendre pourquoi votre code n'était pas optimal dans l'état actuel des choses. Mais c'est bien de le savoir pour la prochaine fois. Donc, le plan, on va commencer par regarder un peu en fait, c'est associé à 3 étapes de codage que vous aviez à faire. Donc, la dernière, c'était un bonus. Donc, c'est pas tout le monde qui l'a fait, bien entendu. Et les 2 premières, c'est un peu tout le monde qui a fait ça. Donc, les versions génériques, tout était dans Factoriel 2. Donc, version générique, fact impair et factoriel récursif. Bonus. Donc, pour ce qui est des versions génériques, donc, bon, ici, je reprends ma diapo. Donc, coder la méthode générique suivante. Donc, le code doit être récursif. Les débordements sont vérifiés. Saisissez votre code, incluant les numéros de ligne. Donc, voici mon code que moi, j'avais un peu grisé. Et voici le code que l'un d'entre vous m'a remis. L'un ou l'une d'entre vous m'a remis. Donc, qu'est-ce qui cloche dans cette fonction-là? Donc, c'est une fonction récursive. Si n est plus petit qu'un, return dynamic 1. Sinon, return check n fois dynamic récursif t n-1. Donc, cette fonction-là donne le bon résultat. OK. Mais ce qui cloche en ce qui me concerne,
c'est que vous avez un bloc try-catch qui est parfaitement inutile. Donc, moi, je m'attends que dans votre code, il n'y a rien d'inutile. Okay? Donc, si vous mettez quelque chose dans votre code, c'est parce qu'il y a une raison pourquoi vous le mettez. Puis si vous le mettez puis il n'y a aucune raison que ça soit là, c'est une erreur. Parce qu'un code ne devrait pas être surchargé pour rien. Si vous le mettez, comme quelqu'un pourrait me dire, mettre un block try catch, catch overflow exception, catch file error input output exception, catch, tu sais, tu peux mettre 50 catch si tu veux, là, mais ça sert absolument à rien. OK? Donc ici, qu'est-ce qu'on a? Ce catch-là, il n'est pas totalement. Je comprends pourquoi la personne a mis ça. C'est marqué check. Donc, ça se peut que dans check, il y ait un overflow exception. Sauf que là, on cache le overflow exception, puis on retro, on lève à nouveau un overflow exception. Donc, catcher un overflow exception pour lever un nouveau overflow exception, ça sert absolument à rien. On est aussi bien de ne pas le catcher, puis de le laisser poursuivre sa route. OK? Donc, ici, quand on a un overflow exception, on le catch pas, on le laisse poursuivre. OK? Puis d'autant plus qu'en le catchant, ce que vous faites en levant un nouveau overflow exception, si jamais la personne a fait un backtrace pour retrouver d'où vient l'erreur, quand elle va essayer de retrouver d'où vient l'erreur, elle va voir l'erreur ici à la ligne 140. Mais l'erreur, elle se produit pas nécessairement à la ligne 140, elle se produit probablement à la ligne 136. OK? Donc, ça donne pas l'origine précise de l'erreur. Donc, en faisant ça, en fait, on vient même de masquer l'origine de l'erreur. Donc, en réalité, c'est pas parfaitement égal d'écrire ça, c'est même un petit peu négatif, je vous dirais. Donc, c'est ça. Block try catch inutile, dans ce cas-là. Donc, j'ai enlevé des points pour ça. Pas beaucoup, mais quelques points. Parce que je considérais que au niveau où vous êtes rendu, vous devriez savoir qu'il ne faut pas faire ce genre de choses. Ensuite de ça, donc ici, on a notre exemple où est-ce qu'on demande d'écrire une fonction ici itérative, cette fois-là. Et voici le code qu'on me remet. Donc, qu'est-ce qui cloche dans cette fonction-là? Alors, si vous avez remarqué qu'on demande une fonction itérative, mais qu'on me remet une fonction récursive, vous avez correctement identifié la nature du problème. Donc, une des notions les plus fondamentales que je tente de vous enseigner dans cet exercice-là de fonction factorielle, c'est la récursivité et la différence entre ce qu'on appelle une fonction itérative et une fonction récursive, et l'idée qu'on peut souvent utiliser une approche ou l'autre. Okay? Clairement, si je vous demande une solution itérative, ne me donnez pas une solution récursive et vice-versa. Parce que je pourrais penser que vous n'avez pas vraiment compris la différence fondamentale entre les deux. Donc ça, je veux vraiment que ça soit très clair dans votre tête. Ces deux types de fonctions-là, ces deux types d'approches-là, et les avantages et inconvénients et tout ça de ces deux approches-là. Okay? Donc ça, c'est sûr que la personne qui m'a remis ça. En fait, il y a plus qu'une personne qui m'a fait ça. Donc, vous avez perdu tous vos points pour cet exercice-là, évidemment. Pour cette partie, parce qu'il y avait deux choses à faire dans cet exercice-là. Donc, un exercice sur deux, vous perdez un. Donc, c'est parfaitement inacceptable. Donc, une autre erreur aussi qu'on peut-être on peut remarquer ici, mais ça, c'est une erreur de style dans ce cas-là, c'est que je m'attends à ce que dans votre code, vous adoptiez un style relativement uniforme. Okay? Donc, moi, je ne suis pas nécessairement, disons, à cheval sur les conventions de codage, mais je m'attends à un style qui soit uniforme. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a un if avec un return, puis un else avec un return. Et dans le cas du if, on a des accolades, puis dans le cas du else, on n'a pas d'accolades. Mais ça, moi, je considère que c'est pas tout à fait ce qu'on pourrait appeler un style uniforme. En fait, ça, je veux dire, c'est le genre d'affaire qui m'énerve quand je vois du code. Donc, ou bien vous mettez des accolades là, le if et le else, ou bien vous mettez pas d'accolades dans le if et le else. Mais vous ne faites pas un if avec des accolades et un else sans accolades, surtout quand il y a une ligne dans chaque cas. Okay? Voici un autre exemple de code problématique. Donc, dans ce cas-là, on demande de faire justement un codage itératif. Et qu'est-ce qu'on a? Donc,
ici, qu'est-ce qu'on a? On a en fait que là, on a du code, Ce code-là, en fait, en apparence, est convenable. Puis il y a plusieurs étudiants qui m'ont fait des variantes à peu près de cette chose-là. Et le problème est le suivant, c'est qu'il faut faire attention à check. Donc, dans ce cas-là, c'est une erreur subtile et je ne vous ai pas pénalisé. Okay? Je ne vous ai pas pénalisé, mais c'est quand même ce que je considère une erreur. Okay? Donc, vous avez découvert, certains d'entre vous, que vous pouviez utiliser des blocs de code check. Donc, au lieu que ce soit une expression check, c'est un bloc de code check. Donc, ici, par exemple, si on regarde ici, on voit qu'on a une expression, donc check avec des parenthèses, et on a quelque chose à l'intérieur qui est checké. Ça, c'est une expression check. Et ici, qu'est-ce qu'on a? On a un bloc de code check, parce qu'on a check avec des accolades, puis on a du code à l'intérieur, puis tout le code est checké. Tout le code à l'intérieur des accolades est checké. Donc ça, c'est un bloc de code check versus une expression check. Donc il y a une différence entre les deux, mais les blocs de code check, c'est une arme à double tranchant. Pourquoi? Parce que, vous allez voir, okay, d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on code, il faut en règle générale respecter la philosophie d'un langage de programmation. Okay? Donc, certains langages de programmation ont différentes philosophies qui leur sont associées. Entre autres, en ce qui concerne le C#, on considère que le C#, c'est quand même un langage dans lequel vous pouvez quand même relativement optimiser les choses. Okay? Donc, dans ce cours-là, je vous en ai pas tellement parlé, mais dans ceux qui suivent avec moi le cours programmation système savent que j'ai classifié les différents, on peut classifier, j'ai classifié, mais je veux dire, pas juste moi, je veux dire, on peut classifier les langages en différents niveaux de langage, si vous voulez, et vous avez des langages de programmation système comme le C ou le C++. Ces langages-là permettent de faire des optimisations très poussées. Donc, finalement, vous allez obtenir du code qui est excessivement rapide dans ces langages-là. Un langage comme le C# est un langage qui est juste un niveau en haut de ça. Donc, c'est un langage qui permet de faire des assez bonnes optimisations, mais pas autant que le C++. C'est pour ça que c'est pas un langage de programmation système. Mais généralement, vous pouvez faire du code qui est environ 2 fois plus lent que le C++, puis 2 fois, vous allez dire, ouais, c'est atroce, c'est épouvantable. Non. 2 fois plus lent, là, je veux dire, c'est excessivement bon. C'est incroyablement bon, parce que si vous prenez du code comme du Python, vous êtes dans le domaine d'à peu près 50 fois plus lent. OK? Donc, puis du JavaScript, vous êtes à peu près à 8 fois plus lent. Donc, quand vous prenez du C#, vous êtes juste à 2 fois plus lent. Dites-vous que il n'y a pas grand langage qui sont des langages. En fait, il n'y a aucun langage qui est, à part des langages qui sont compilés natifs pour une machine, OK? Il n'y a aucun langage pour une machine virtuelle qui est plus rapide que C#. OK? Donc, c'est un langage excessivement bien conçu et optimisé. Mais, c'est ça. Donc, faut quand même, quand on code dans C#, il faut quand même respecter, disons, la philosophie C#. Donc, la philosophie C#, c'est que même si on ne demande pas de faire des optimisations à tout crin, faut quand même savoir un peu que faut pas faire n'importe quoi non plus. Il faut pas laisser échapper des choses que quand on peut, disons, éliminer certaines choses, ben il faut les éliminer. On s'amuse pas à faire du code lent pour faire du code lent quand on peut faire du code rapide puis que ça coûte pas plus cher. OK? C'est ça qu'on est en train de dire. Quand on dit plus cher, ça veut dire que le code est pas plus long, il est pas plus différent, il est pas plus... Donc, vous allez voir ce que je veux dire par là. OK? Donc, contrairement, par exemple, à du Python ou du JavaScript, où est-ce que là, si vous faites du code un peu moins, disons, optimisé, généralement, les gens dans ces langages-là vont pas trop s'enfarger d'un fleur du tapis. OK? En C#, ben, on est un petit peu plus, on check un peu plus les affaires. Si on était en C++, ben là, ça serait la matraque derrière la tête à chaque fois que vous faites quelque chose qui est pas correct. On n'en est pas là. OK? Donc, ici, si vous regardez le check s'applique à toutes les opérations qui sont faites ici entre l'accolade ouvrante et l'accolade fermante. Et il n'y a pas seulement l'opération factorielle fois égale dynamique i qui est exécutée ici dans ce check-là. Il y a une autre opération arithmétique qui est effectuée dans ce check-là. C'est l'opération à la ligne 129 d'incrémentation i++. Ça veut dire que votre i++, lui aussi, va être checké. Okay? Puis on a vu que du code checké, c'est un petit peu plus lent que du code non checké. Donc, ça veut dire que ici, vous allez perdre un peu plus de temps dans votre book for
à incrémenter votre variable i parce qu'elle va être checkée. Okay? Mais ça sert à rien de la checker parce qu'il ne peut pas avoir de débordement ici. Normalement, votre book for, c'est convenable, c'est correctement conçu. Okay? Vous n'aurez pas de débordement. Si vous avez un débordement, c'est parce que votre book for est mal conçu. Donc, si votre book for est bien conçu, vous n'aurez pas de débordement. Donc, vous n'avez absolument aucun avantage à checker cette incrémentation-là. Okay? Vous n'avez aucun avantage à la checker. Donc, votre check est trop large. Il emmène trop large dans son scope, dans sa portée. Il faudrait que ce qui soit checké, ça soit juste l'opération de la ligne 131. Ça n'inclut pas l'opération de la ligne 129. Okay? Donc, je considère que d'une certaine façon, c'est un genre d'erreur que de coder comme ça ici dans ces circonstances-là. C'est pas une erreur grave, mais quand même, pour du C#, c'est une erreur. Okay? Donc, qu'est-ce qu'on peut faire à la place? Ben, on peut évidemment utiliser une expression check, comme on le voit ici. Ou alors, on peut prendre le code check, et au lieu de mettre la book for dans la collade check, on met juste l'instruction ici dans la collade check pour que ça soit localisé à cette instruction-là. Okay, donc, est-ce que ça, c'est plus lourd que ça? Est-ce qu'en termes de code, ça, c'est plus compliqué que ça? Non. Okay? Mais ça, c'est moins rapide que ça. Donc ça, c'est supérieur. Okay? Le code n'est pas plus compliqué. Ça ne demande pas plus de compréhension des arcanes de je sais pas quoi pour comprendre ça. Mais le code est plus optimisé. Vous faites pas vous checkez pas rien pour rien. Okay? Donc, ce code-là est meilleur. Si jamais ça vous énerve ici d'avoir des accolades supplémentaires, moi j'avoue que ça m'énerve juste un petit peu pour juste une ligne de code. Alors moi ce que j'ai tendance à faire ici, c'est que le check, je l'applique à la book for au complet, comme vous voyez ici. Donc on peut mettre ça. En fait, ça c'est l'équivalent de ce que vous avez ici. Donc on peut mettre le check, si vous voulez, devant les accolades qui sont sur une ligne. Et on n'a juste pas d'accolade pour la book for qui comprend juste une instruction. Mais ça, puis ça, c'est équivalent. Donc moi, j'aurais plus tendance à l'écrire comme ça. Mais ça, c'est pas mauvais non plus, parce que le check ici est en évidence. Donc, on voit qu'il est en évidence. Donc, à quelque part, je balance entre ça et ça. Ça, c'est plus long, mais le check est clair. Là, ici, le check est pas clair parce qu'il est à la fin de la book for. Fait que je suis ambivalent. Je dirais que je suis ambivalent entre les deux sur qu'est-ce qui est le mieux entre ça et ça. Et aussi, l'avantage d'utiliser le check ici, évidemment, c'est qu'on peut utiliser l'opérateur fois égal, alors que ici, si on utilise l'expression, on est obligé de faire une égalité, puis de répéter factoriel ici à l'intérieur. Donc, l'avantage ici, c'est pour ça que certains d'entre vous avaient utilisé ça, c'est que ça permet d'utiliser l'opérateur fois égal dans ce cas-là. Donc, pour ce qui est de la fonction fact-impair maintenant, qui était une fonction quand même, je considère, relativement intéressante. Donc, vous avez ici la définition. Donc, 1 si n est plus petit ou égal à 1, ou n est impair. Sinon, 1 fois 3 fois 5, etc. si n est impair. Donc, on voit ici la sortie 1, 1, 3, 1, 15, 1, 105, 1, 945, etc. Okay. Donc, la plupart d'entre vous avaient quand même réussi à coder cette fonction-là, mais je dirais avec beaucoup de méandres dans votre codage, okay? Parce qu'il y a moyen quand même de faire simple, mais beaucoup ont trouvé le moyen de faire compliqué. Donc, c'est un peu là-dessus que je vais revenir, puis je ne prendrai pas les cas les plus compliqués. Ceux qui sont dans ces cas-là, vous ferez qu'est-ce qu'il faut pour essayer de décompliquer votre fonction. Donc, ici, on a un premier exemple. Donc, cet exemple-là, je considère quand même qu'il n'est pas mauvais en quelque sorte. Donc, je dis, ce code est pas mal parce qu'il est concis. Il y a un bon layout. Ok, je considère qu'il est bien. Des fois, il y a du code, là, ah mon Dieu, c'est ça, là, ça s'enfonce, là, puis c'est ça. Lui, il a un bon layout, il n'est pas trop profond, il y a une variable ici déclarée au début, puis un return de variable à la fin. On voit que quand même, c'est bien structuré d'une certaine façon. Mais il y a certaines choses qui clochent avec ce code-là, donc lesquelles? Donc, je vous pose la question. Réfléchissez-y un peu. Et après ça, on va passer en revue qu'est-ce que je trouve qui cloche avec ce code-là. Donc,
Alors, la première chose que je trouve qui cloche là-dedans, c'est qu'il y a un check qui est inutile. OK? Pourquoi? Parce qu'on utilise ici un big integer. On n'est pas dans un domaine où est-ce qu'on utilise un type générique T, où est-ce que T peut être un entier ou un long, où est-ce que le check est important. Mais avec big integer, on n'a pas besoin de check parce que big integer ne fera jamais d'overflow. OK? Il va faire un out of memory s'il n'y a pas assez de mémoire. Mais big integer ne fera jamais d'overflow. Donc, ça ne sert à rien de faire un check là-dessus. Donc, si vous utilisez un check dans votre code, vous êtes en train de me démontrer que vous ne comprenez pas comment fonctionne le big integer. Okay? Puis moi, j'ai besoin de savoir que vous comprenez comment fonctionne le big integer. Donc, si vous voulez l'équivalent pour employer une image peut-être un peu bizarre ou étrange ou de circonstance, okay? C'est comme si vous essayez d'utiliser du duct tape sur votre pied gauche pour vous guérir de la COVID-19. Donc, évidemment, ça nuit pas de mettre du duct tape sur votre pied gauche, OK? Mais c'est parfaitement inutile, sauf peut-être pour son effet placebo, OK? Ça fera pas en sorte que vous allez guérir plus vite de la COVID-19 si jamais vous l'attrapez, OK? Donc, c'est parfaitement inutile. Peut-être que Donald Trump lui voudrait appliquer ce nouveau remède miracle, mais en ce qui nous concerne, on va s'en remettre aux évidences scientifiques et le duct tape ne fonctionne pas pour ça. Donc ici, le check va rien faire, va rien changer à la multiplication que vous avez ici. OK? Donc, un autre problème important ici, en fait plus important que le précédent, c'est que vous avez ici une condition invariante qui est localisée dans votre boucle. Donc si on regarde ici la condition, si nombre est plus petit ou égal à 1 ou que nombre modulo 2 égale 0, return 1. Oui, le code fonctionne. Mais le problème, c'est que ce truc-là, ça s'applique ici à la variable nombre, puis ici, il y a un i qui est incrémenté, puis ce que vous avez ici, la condition que vous avez ici, ne dépend pas de i. Elle dépend juste du nombre. Si le nombre, tatata. Donc, vu que ça dépend juste du nombre, ça n'a rien à faire dans la boucle. Ça devrait être en avant de la boucle. En fait, ça devrait être en avant de la déclaration de la variable que vous avez ici, parce qu'on vérifie dès le départ si l'argument d'entrée, si on a besoin de faire quelque chose par rapport à ça, et faire un return immédiat si jamais l'argument n'est pas convenable. Okay? Donc ça, c'est une erreur quand même que je considère assez importante, parce que vous devez me démontrer quand vous utilisez une boucle que vous savez qu'est-ce qu'il faut mettre dans une boucle, qu'est-ce qu'il ne faut pas mettre dans une boucle. Donc on ne met pas du code invariant dans une boucle. Ici, votre code qui ne dépend pas de i, il va être exécuté à chaque fois que vous allez rentrer dans votre boucle. Okay? Donc, je veux dire, on ne veut pas vérifier cette condition-là. Si on rentre 100 fois dans la boucle, on ne veut pas vérifier 100 fois la condition. Si on a besoin de la vérifier juste une fois, ce code-là, cette affaire-là, on a besoin de la vérifier combien de fois? Une fois, pas 100 fois. Donc, il ne faut pas que ça soit dans la boucle une affaire comme ça. OK? Ici, un autre exemple pour lequel, en fait, j'ai enlevé aucun point, mais il y a quand même des petites choses qui m'agacent. OK? Donc, qu'est-ce qui pourrait être amélioré dans ce que vous voyez ici? Donc ça, j'ai enlevé absolument aucun point pour ça. Je considérais que c'était une bonne solution. Mais il y a des petites choses qui m'agacent. C'est juste pour vous montrer jusqu'à quel point, disons, on peut se soucier peut-être de certaines choses des fois. OK, donc ce code-là est correct, je vous dirais. Moi, j'y donne 9 sur 10, mais j'ai pas enlevé de points, ceci dit. Mais je veux dire, mettons que j'aurais à donner des pointages sur un code, je donnerais 9 sur 10 à ce que je vois là. Mais je donnerais pas 10 sur 10. OK, là, on parle de vraiment quelqu'un qui me dirait « Ouais, est-ce que tu veux me donner ton avis sur ce code-là? » Ben, moi, je dirais « OK, ton code est 9 sur 10. » Donc, mais dans le cours, je ne m'attendais pas à ce que vous faisiez du code 10 sur 10, donc je suis un peu tolérant sur certaines choses. Alors ici, il y a deux petites choses qui m'agacent là-dessus. La première, c'est au niveau des conventions de codage. Donc, mais ça, c'est un truc peut-être plus personnel. Donc, je considère que c'est pas parfaitement, c'est limite acceptable, ce que je vois là. C'est limite acceptable, parce que on a un if, on a un return ici, donc on vérifie une condition, on fait un return, pas que ça, on fait un else. Okay? Et avec le code principal. Donc, en réalité, ici, on traite un cas particulier, puis après ça, on traite le cas général. Ou si vous voulez, ou si on veut, le cas principal de notre fonction. Moi, en général, j'aime pas trop dans un code quand je vois un if, pas d'accolade, puis un else avec des accolades. Ça m'énerve. Okay? Vous n'êtes pas obligé d'être comme moi,
Moi, ça m'énerve. Donc, soit que le if n'a pas d'accolade, puis que le else n'a pas d'accolade, ou soit que le if a des accolades, puis que le else a des accolades. Mais pas un avec des accolades, puis l'autre pas d'accolade. OK, ça m'énerve. Dans ce cas-là, j'avoue que ça m'énerve un petit peu moins parce que ici, on traite un cas particulier, puis on fait un return 1 qui est très court. Donc, ça m'énerve un petit peu moins, mais ça m'énerve quand même un petit peu. Mais, j'avoue que c'est pas nécessairement tous les codeurs qui seraient comme moi, donc je serais ambivalent par rapport à ça. Okay? Mais moi, ma forme préférée, c'est pas celle que vous voyez ici. Ma forme préférée, c'est celle que vous voyez ici. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'indentation en moins. Donc, pour moi, le code qui a toujours ma préférence, pratiquement, c'est le code qui est le plus désindenté possible. Donc, plus un code est indenté, plus il est difficile à lire, en ce qui me concerne. Plus un code est désindenté, moins il est difficile à lire. Évidemment, il y a toujours des cas spéciaux là-dedans. Okay? C'est sûr que si vous faites des returns à tout bout de champ, si jamais il y a 10 returns dans votre fonction, puis que votre code est désindenté, peut-être qu'en fait, il faudrait que votre fonction, vous la splittez en plusieurs fonctions. Là, parce qu'à un moment donné, il y a des limites à se gargariser de return un peu partout dans une fonction. Mais dans un cas comme ça, c'est quand même très clair. Je veux dire, on a au départ une condition, on fait un return, donc on traite tout de suite un cas particulier, puis on fait un return, puis sinon, on entre dans le cas général. On comprend très bien ici que c'est un else en quelque sorte. Okay, on comprend ça tout de suite avec un genre de code comme ça. Okay, donc si ça, on fait un return, sinon, on exécute ce cas-là. Et ici, on n'a pas indenté le code inutilement, donc on s'est débarrassé de ces choses-là pour écrire juste ça. Donc, moi, je considère que ça ici, ça serait la version optimale en ce qui me concerne, pour ce qui est des conventions de codage. Mais il y a une autre chose qui m'énerve, peut-être encore plus, et je dois dire que seulement une ou deux personnes dans la classe y ont pensé. Peut-être deux, je me rappelle pas trop. Donc, sur une trentaine de remises, je m'attendais peut-être à plus que ça. Donc, c'est que c'est possible d'augmenter, dans une certaine mesure, la vitesse de votre code, tout en le simplifiant. Donc, c'est quoi? C'est tout le temps... Qu'est-ce qui est... Des fois, on peut augmenter la vitesse du code, mais en le rendant plus compliqué. Mais là, on peut augmenter sa vitesse en le rendant plus simple. Donc ça, c'est clair que c'est gagnant-gagnant. Okay? Donc, la question, c'est pourquoi incrémenter de 1 quand on peut incrémenter de 2? Donc, la plupart de vous vous êtes dit, ah, c'est une boucle, on incrémente de 1. Cassez pas la tête. Mais des boucles, on peut incrémenter de 2 si on veut. On peut incrémenter de 3, on peut incrémenter de 10, on peut incrémenter de ce qu'on veut. Donc, c'est important d'y penser. Okay? Donc, vous avez ici, par exemple, cette boucle-là, qu'on peut transformer en la boucle suivante, où est-ce qu'on fait une incrémentation de 2. Donc, ici, dans la boucle, on effectue un if, une vérification, si on est un nombre impair. Si on est un nombre impair, on multiplie la factorielle. Si on est pair, on fait rien. Mais tant qu'à faire, aussi bien sauter les nombres pairs. Donc, on part à 3, puis on incrémente de 2. Okay? Donc, on saute les nombres pairs, et on fait factoriel fois égal i. Donc, si vous faites ça, vous vous évitez de faire une conditionnelle ici à l'intérieur. Donc, au niveau du processeur, vous allez quand même éviter du temps de calcul. Okay? Évidemment, ça ne sera pas des gains épouvantables dans un cas comme ça. Vous allez peut-être gagner 20% dans l'exécution de votre méthode. Okay? Mais, je veux dire, ça coûte rien. Ça coûte rien écrire ça. Donc, si vous écrivez l'autre affaire, l'autre façon de faire, vous venez de perdre 10%, 20% dans votre temps d'exécution pour rien. Je veux dire, dans ce cas-là, c'est pas quelque chose qui est plus compliqué. Vous avez juste à modifier un petit peu votre code. Puis votre code est aussi, disons, je dirais même, il est mieux parce qu'il est plus court et il est plus rapide. Donc, vous êtes gagnant-gagnant. Bon, en ce qui concerne le code récursif terminal, donc bien entendu, peu de gens ont tenté ce bonus et encore moins ont réussi à le faire correctement, mais à cause qu'il est riche d'enseignements, j'ai décidé quand même de vous présenter un exemple de ce code-là. Donc, le code que je vous présente, c'est mériter une partie des points, c'est-à-dire qu'il y avait déjà quand même, il respectait, disons, l'idée qui était avancée, puis c'était déjà une certaine façon de prouesse, parce que il n'y a pas plus que 3-4 personnes là, dans la classe qui ont eu ça, je dirais, peut-être même 2-3, je ne me rappelle pas trop, mais c'est ça, pas beaucoup. Mais même si vous ne l'avez pas fait, puis même si la récursif terminale, ça vous dit rien, je pense quand même qu'il y a certaines choses qu'on peut observer dans cette fonction-là qu'on voit ici. Donc, qu'est-ce qui cloche dans la méthode qu'on voit ici?
Alors, d'abord, une première chose qui cloche, c'est qu'elle n'est pas tout à fait récursif terminal. Donc, il y a beaucoup de gens qui m'ont remis des solutions en me disant « Ah, ça c'est récursif terminal. » Non, les solutions que vous m'en mettez ne sont pas récursives terminales. Elles sont récursives, mais elles ne sont pas terminales. Il y en a d'autres qui m'ont appelé une autre fonction. C'est pas récursif terminal, vous m'appelez une autre fonction. Récursif terminal, il faut que la fonction s'appelle elle-même. OK? Donc, ici, on a effectivement une fonction qui s'appelle elle-même, récursive, donc la fonction s'appelle elle-même. Good. Mais une fonction récursive terminale doit faire appel à elle-même avec return f, où f est le nom de la fonction. Donc ici, est-ce qu'on a return f? On n'a pas return f, on a return check f. Donc, ce qu'il faut, c'est return f. Donc, cette fonction-là n'est pas parfaitement récursive terminale. Okay? Elle est proche d'être récursive terminale, mais pas exactement récursive terminale. En fait, quelqu'un qui voudrait m'amener devant la Cour suprême du codage des grands codeurs de C#, puis voudrait m'obstiner, dire est-ce que cette fonction, je crois que cette fonction-là est récursive terminale. Peut-être que la Cour suprême des grands codeurs du C# vous donnerait raison, parce que check ici, c'est pas une fonction, c'est un mot-clé du langage, puis ça implique pas un appel, ça implique pas un appel de fonction direct, ok? Donc, à quelque part, la fonction est presque récursive terminale d'une certaine façon. Okay? Mais, normalement, vous vous cassez pas la tête. Okay? Donc, si vous voulez pas vous casser la tête, parce que ça serait fendre des cheveux en quatre que de faire cette argumentation-là. Okay? Moi, je veux pas faire d'argumentation, fendage de cheveux en quatre. Une fonction récursive terminale, ça prend return f, point virgule. Okay? Return f, point virgule. C'est ça que ça prend. Okay? Donc, on veut pas de check en avant, on veut pas d'autres appels de fonction, on veut pas de multiplication, on veut pas de dynamique, on veut pas rien de ça, on veut return le nom de la fonction. Point. OK, c'est ça qu'on veut. Aussi, un autre problème de cette fonction-là, c'est que, encore causé par le check que vous avez ici, c'est que sa portée est trop grande. Parce que le check va s'appliquer non seulement à l'opération que vous avez ici, accumulateur fois n, ça va aussi s'appliquer à l'opération arithmétique que vous avez ici, n-1. Est-ce que le n-1 a vu besoin d'être checké? Non. Le n-1 n'a pas besoin d'être checké. Il ne débordera pas, lui, le n-1. Il part de n, puis il baisse. Il part de 50, 49, 48, 47. Ça va-tu déborder, cette affaire-là? Non. Donc ça n'a pas besoin d'être checké. OK? Un autre problème avec la fonction, c'est le return dynamic accum. Pourquoi? Parce que accum est déjà de type T. Donc, vu que l'accumulateur est déjà de type T, puis que la fonction retourne un type T, vous avez juste besoin de faire return accum. Vous n'avez pas besoin de caster vers dynamic. OK? Alors, pour ce qui est de la remise, donc en fait, je crois que tout le monde dans la classe est concerné à différents degrés par les remarques que j'ai faites dans les diapos précédentes. Donc, ce que je vous demanderais, en fait, c'est d'apporter les correctifs nécessaires à vos fonctions et versionner sur Git ensuite, puis faites une nouvelle remise de votre code. Mais la nouvelle remise de votre code, vous ne la faites pas dans l'ancien projet, vous la faites dans le nouveau projet que je vous donne. Donc, l'exercice, ce nouvel exercice-là, qui est un genre de petit exercice de correction, en fait, est aussi sur 10 points, mais j'aurais pu le mettre sur 1 point aussi, si j'avais voulu. En fait, si on aurait pu le mettre sur un point. Donc, l'idée, c'est que vous apportez tous les correctifs qui sont demandés à toutes vos fonctions. Puis, si vous avez apporté tous les correctifs, vous vous mettez 10 sur 10. Sinon, vous mettez une note en conséquence, donc avec votre bon jugement. Donc, ce travail-là modifiera pas votre note de la version précédente. Donc, votre note de la version précédente reste la même. C'est un travail indépendant de l'autre, OK? Et où, en fait, je vous demande de tout simplement appliquer des correctifs. Donc, si jamais vous faites des bonus en plus, ou si jamais vous réussissez à compléter des exercices que vous avez fait avant, mais ça ne sera pas compté comme des nouvelles choses avec ça. Ça n'ira pas modifier la note que vous aviez eue avant. Donc, les correctifs à appliquer, pour être plus précis, ce qu'on a vu dans les documents précédents, d'abord, c'est pas de try-catch inutile, pas de check inutile, pas de dynamique inutile, d'être cohérent avec vos accolades, d'utiliser des checks mais ciblés, qui n'englobent pas d'autres opérations arithmétiques qui seraient un peu inattendues,
Ensuite, éliminer le plus possible les conditionnels dans les boucles. Donc, je vous ai donné des exemples de comment y arriver dans le cadre des fonctions que vous aviez à coder. Désintenter le plus possible votre code et soyez itératif ou récursif, selon ce qui est demandé. Donc, voilà, c'est les correctifs que je vous demande d'apporter. Donc, je vais vous demander de faire encore des saisies d'écran, juste pour que ça soit plus facile en ce qui me concerne d'aller vérifier un peu que vous avez apporté les correctifs demandés. Donc, vous allez apporter, même si jamais vous l'aviez déjà fait correctement, je vous demanderai malgré tout de refaire votre saisie. Donc, il n'y a personne qui a fait correctement tout ce qui est là, donc c'est sûr que vous avez quelque part quelque chose que vous avez eu à modifier. Pour la plupart d'entre vous, c'est tout. Donc, je pense que c'est de circonstances, donc je vous demande pas non plus. Il y en a, en fait, je vous demande le code générique. C'est sûr que le code itératif, puis le code récursif, il y en a aussi qui ont fait des erreurs là-dedans. Apportez les correctifs, mais je vous demande pas la saisie d'écran. Donc, c'est sûr que si jamais vous voulez pas faire la modification, ben, je vais le savoir juste si jamais je vais checker votre code précisément dans votre projet. Ce qui est une chose que probablement que je ferai pas. Donc, si jamais vous voulez vous en tenir à ce que je demande là, c'est pas ce que je vous demande de faire, mais vous pouvez prendre le risque, puis alors, si vous n'êtes pas découvert, ben, vous serez pas découvert. OK? Donc, de toute façon, ça va vous prendre 5 minutes de plus faire le reste, donc c'est pas très grave. Bon, donc, votre code générique, parce que ce que je vous donne, en fait, c'est des codes qui sont principalement, disons, fautifs. Les autres sont moins fautifs en général. Donc, ici, le code générique, vous allez faire pour récursif T et itératif T. Donc, comme je le dis, il y a peut-être une personne en classe, en fait, qui a peut-être fait son truc correctement. Je me rappelle pas si c'était parfait jusqu'à la moindre virgule, mais je me rappelle qu'il y a au moins une personne en classe, peut-être 2 max, qui avaient itéré par pas 2. Mais bon, c'est ça. Ensuite de ça, fact impair, même chose, récursif, itératif, vous mettez votre code. Donc, en passant, ceux qui avaient 2 variables dans leur fonction fact impair itérative, ben, je vous demanderai de coder avec juste une variable, parce que 2, c'est parfaitement inutile. Okay. Ensuite de ça, récursif terminal, ça s'applique seulement à ceux et celles qui avaient fait le bonus, donc, et qui avaient reçu un certain nombre de points pour ce bonus-là. Donc, si vous avez reçu aucun point, vous n'avez pas besoin de faire le correctif. Mais si ça vous tente de le faire quand même, pour votre croissance personnelle, vous êtes en fait les bienvenus pour le faire. Même chose pour somme FN jusqu'à, donc uniquement ceux et celles qui avaient tenté ce bonus et avaient reçu des points pour ça. Sincèrement, je pense qu'il n'y en avait pas beaucoup dans la classe qui avaient fait celui-là. Peut-être 2-3 à ma connaissance. Donc, voilà, vous mettez ensuite votre historique Git, incluant un commit pour les correctifs. Et vous me remettez le tout sur les A avec le PowerPoint et votre code. Merci.